Le sujet, donc, comme vous le voyez apparaître ici, c'est celui de la relance de l'Union européenne par la promotion de l'égalité femmes-hommes. Et ce sujet, si l'on en croit la Commission européenne, c'est un sujet d'une importance tout à fait fondamentale. C'est ce que la Commission a souligné dans une communication donc, de 2020, de mars 2020, sur une union de l'égalité. Et dans cette communication, la Commission souligne, ce sont ces mots, que l'égalité homme-femme est une valeur essentielle de l'Union. Non seulement une valeur essentielle, dit-elle, mais un droit fondamental et un principe clé du socle européen des droits sociaux. Et, poursuit la Commission, l'égalité homme-femme reflète ce que nous sommes. Alors, disons que nous ne sommes pas au bout du processus, nous ne sommes pas tout à fait à l'égalité, et comme l'admet la Commission elle-même, dans ce même document, mais dans de nombreux autres, aucun État membre, à ce jour, n'a atteint la pleine égalité entre les hommes et les femmes, et, souligne la Commission, et c'est le moins qu'on puisse dire, les progrès sont lents. Alors, cette asymétrie des situations, évidemment, elle pénalise historiquement les femmes, elle limite leurs aspirations, leur potentiel, et elle a été crûment mise en lumière, notamment si on se réfère à la période récente, ou pas complètement récente, mais par la pandémie de Covid-19. Et comme l'a souligné, alors cette fois-ci, le Parlement européen, dans une résolution du 21 janvier 2021, une résolution donc sur la perspective de genre pendant la crise de Covid et après la crise, dit le Parlement, cette crise notamment et ses conséquences présentent clairement des aspects sexospécifiques, étant donné qu'elle a touché différemment les femmes et les hommes. Et la crise de Covid a mis en évidence les inégalités et les lacunes qui existent en matière d'égalité femmes-hommes et plus particulièrement concernant les droits des femmes. Et, dit le Parlement, il est en conséquence plus que jamais nécessaire de faire réponse à cette asymétrie des situations et à tenir compte de ces questions fondamentales d'égalité des sexes. Et cette volonté donc de prendre en compte cette question spécifique, elle s'est réalisée au moins dans l'intention, au moins dans l'objectif. Elle a été réalisée par le plan de relance pour l'Europe, donc le plan Next Generation EU, qui, et parce que son nom est en anglais, alors je ne vais pas me lancer sur le multilinguisme, mais ça n'existe pas en français, puisque bien sûr, on n'est pas capable de traduire, c'est très très compliqué. Next Generation EU, on se doute bien qu'en français, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire, on ne peut pas trouver de solution. Donc, on le dit en anglais. Nouveau plan de relance donc, pour l'Europe, qui souligne qu'il accordera une attention particulière à la question de l'égalité homme-femme. Alors, ce plan de relance a été adopté le 21 juillet 2020 par les 27 États membres. Ce plan de relance, il est fort de 750 milliards d'euros, ce qui est quand même 750 milliards ou millions, je ne sais plus, là, j'ai un doute. Milliards, non, c'est ça, 750 milliards d'euros. Et il complète le budget pluriannuel
de l'Union européenne pour la période 2021-2027 et il est conçu pour répondre aux conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. Mais ce qui est intéressant, ce qui apparaît ici à l'écran, c'est que parmi les priorités qui sont énoncées dans le plan de relance, eh bien, on va trouver celle qui nous intéresse directement. Et alors, on la trouve quand même au milieu d'une espèce d'inventaire à la Prévert quand même, parce qu'on voit la modernisation, par exemple, de la politique agricole commune, mais aussi le plan de relance, c'est la lutte contre le changement climatique, mais c'est encore, donc vous voyez, tout est un peu, c'est vraiment à la Prévert, la protection de la biodiversité et en même temps, sur la même ligne, l'égalité homme-femme. Donc on voit bien qu'on se demande quand même, enfin bref. Alors, l'ordre est un peu aléatoire, manifestement. Mais enfin, c'est intéressant. On trouve quand même, après la biodiversité, l'égalité homme-femme. Évidemment, c'est une sorte de biodiversité, mais pas commune. Alors, sur ce choix, je ferai deux remarques en guise d'introduction à mes propos ultérieurs. Alors, la première remarque, c'est une remarque générale sur le sujet. La question de la parité femmes-hommes et le fait même d'y prêter attention, le fait même de la tenir comme un sujet de discours, de conférences, de colloques, a toujours été extrêmement polémique. Alors, les raisons de ce fait sont multiples. L'une de ces raisons tient sans doute au fait que le concept de genre, puisqu'on parle aujourd'hui plus volontiers dans ces matières de concept de genre, eh bien, ce concept, évidemment, est depuis longtemps une arme aux mains des féministes. Et donc, qui dit arme aux mains des féministes, dit nécessairement, ou pas, sujet polémique. Donc ça, c'est la première chose. Mais ce que je voudrais dire ici, et c'est un peu plus généralement le sens de ma démonstration, c'est que le concept d'égalité de genre, c'est bien autre chose. C'est bien autre chose qu'une simple arme aux mains des féministes. C'est aussi un outil méthodologique, un outil conceptuel pour comprendre les sciences humaines, les sciences sociales. C'est un outil aussi de l'analyse de la norme juridique. C'est un instrument plus généralement d'analyse des rapports sociaux, une manière différente d'interroger la science et la société. Et donc, de ce point de vue-là aussi, c'est-à-dire du point de vue des chercheurs, pas seulement des féministes, eh bien, c'est une arme extraordinairement puissante, effectivement, qui peut ébranler jusqu'aux certitudes les plus ancrées. Et bien entendu, quand on passe la recherche au prisme de ce nouveau concept, eh bien, les perspectives de renouvellement sont extraordinairement importantes, extraordinairement intéressantes. Et par exemple, et je me limiterai à cet exemple, mais ils sont multiples, si l'on passe la philosophie au prisme du genre, eh bien, l'idée, ce serait sans doute de ne plus s'intéresser seulement au franchissement du Rubicon, même si, évidemment, c'est extrêmement important, le franchissement du Rubicon en philosophie, à la fois action et délibération, mais passer la philosophie, notamment la philosophie morale, au prisme du genre, ce serait aussi à réfléchir, enfin, conduirait aussi à réfléchir à toutes les nuances de l'entretien, du soin, de la sollicitude. Alors, ce qu'on appelle le fameux care en anglais, c'est-à-dire réfléchir la philosophie sous d'autres angles, à partir d'autres débuts d'analyse. Et évidemment, quand on y réfléchit, en réalité, on est bien moins souvent amené à franchir le Rubicon qu'à s'interroger sur le point de savoir si l'aide à un proche justifie
de sacrifier sa carrière, par exemple. Or, ça aussi, ça peut être une question à la fois philosophique, éthique, morale, d'une importance tout à fait extrême. Et pourtant, ce n'est pas l'objet central, et ça ne l'a jamais été, de la philosophie. Alors, on le voit, hein, le prisme du genre, ça peut amener à réfléchir différemment, dans toutes les matières, la nôtre y compris. Et comme les chiffres, évidemment, l'indiquent, hein, on le verra un peu plus tard, les femmes, évidemment, elles sont beaucoup plus directement en lien avec ce type de problématique qu'elles ne le sont de franchir le fameux Rubicon. Donc, ce serait une manière de voir les choses autrement, avec une perspective féminine aussi, pas seulement, mais aussi. Donc ça, c'était la première chose. La première remarque. Alors maintenant, je voudrais faire une remarque plus spécifique. Le sujet, donc l'égalité femmes-hommes, est un sujet qui est extrêmement vaste et qui est susceptible d'être présenté sous des angles très différents. Et parmi ces angles possibles, alors plusieurs sont essentiels, sont notamment mis en avant par la Commission dans sa fameuse communication dont je parlais tout à l'heure. Alors, le premier aspect qui est mis en avant par la Commission dans cette question d'égalité femmes-hommes, eh bien, c'est la lutte contre la violence faite aux femmes. C'est une partie du sujet. Alors, par exemple, 33% des femmes dans l'Union européenne ont déjà subi des violences physiques ou sexuelles. Ça, ce sont des schémas qui sortent directement de la communication de la Commission. Et en préparant la conférence, justement, et en regardant un peu dans l'actualité, je me suis rendu compte qu'à Nice, en ce moment, on juge justement devant le tribunal un homme accusé de féminicide sur sa compagne de 21 ans. Donc, qui vient grossir les statistiques des 33% de femmes dans l'Union européenne qui ont déjà subi des violences physiques ou sexuelles, là, jusqu'à la mort. Donc ça, c'est le premier sujet, mais ce n'est pas celui-là qu'on traitera ici. Deuxième sujet, il y en a beaucoup d'autres, mais disons les trois premiers qu'évoque la Commission. Bien, le second, c'est la participation pleine et entière des femmes à la vie économique. Ça, c'est une autre manière d'envisager la question de la parité, la question des relations hommes-femmes, de l'égalité hommes-femmes, c'est la participation pleine et entière des femmes à la vie économique. Et dans cette communication, eh bien, la Commission souligne que les femmes, alors c'est une ambition quand même très raisonnable, les femmes devraient avoir les mêmes chances que les hommes de mener une vie prospère et d'être indépendantes économiquement, de recevoir, voilà Nicolas, je vous réponds, un salaire égal pour un travail de même valeur et d'avoir accès égal au financement et de bénéficier d'une retraite équitable. Alors, on peut dire quand même qu'on est en plein dans l'actualité, puisque là, avec notamment réforme des retraites, s'il y a bien une question qui a été mise en avant, c'est celle-là de l'égalité de rémunération et puis de l'égalité de retraite entre les hommes et les femmes. Et là encore, sur ces questions-là, donc cette égalité économique, participation pleine et entière, les chiffres sont extrêmement têtus et on voit que non, il n'y a pas d'égalité. Alors, comme vous le voyez apparaître, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, 15,7%, et l'écart de retraite, 30,1%. Donc, évidemment, ça pose une question, et encore une fois, pas nécessairement en termes purement féministes, si ça a un sens, mais la situation peut être interrogée, je dirais, tout simplement parce que il est reconnu, notamment par les chercheurs, mais pas simplement, que l'égalité entre les femmes et les hommes est un moteur de la croissance aussi. C'est-à-dire que privilégier ou appuyer l'emploi des femmes, c'est bon pour la croissance. Ce n'est pas seulement bon sur le plan intellectuel, physique, philosophique ou éthique, c'est bon aussi tout simplement pour l'économie.
Et les chiffres qu'on vient de voir pour l'Union européenne, de cette inégalité économique, si on se reporte cette fois-ci à la situation française, qui a été beaucoup évoquée en ce moment, donc ce sont les chiffres du ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, eh bien, on voit que c'est à peu près les chiffres de l'Union européenne, c'est-à-dire une différence qui décroît effectivement, mais qui est quand même encore de 16,1% entre les salaires des hommes et des femmes. Et donc, on est dans la moyenne plutôt haute, mais de l'Union européenne. Alors ça, deuxième aspect développé par la Commission, l'égalité économique. Et puis, aspect suivant que la Commission met en avant dans sa communication, et c'est sur celui-là spécifiquement que je voudrais attirer votre attention aujourd'hui. Eh bien, alors c'est un aspect qui est évidemment, je dirais, après le précédent, c'est-à-dire que si déjà on n'a pas l'égalité pleine et entière à la vie économique, on n'aura sûrement pas ce qui arrive ensuite, c'est-à-dire le droit d'occuper des postes de direction, et ce n'est pas la même chose, le droit d'occuper des postes de direction de manière égale dans l'ensemble de la société. Vous voyez, ce n'est même pas le droit d'être rémunéré de la même manière, c'est le droit d'être chef. Là, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, le droit d'occuper des postes de direction de manière égale dans la société, qui est encore une manière différente de parler d'égalité homme-femme. Et alors là aussi, ça ne marche pas du tout. Alors ça marche encore moins bien. Alors si on regarde les chiffres, là ils sont carrément... non, c'est pas drôle en fait, c'est plutôt à pleurer, mais bon, on fait comme on veut, on pleure ou on rit, mais c'est un peu exactement la même chose. Vous voyez, dans les plus grandes sociétés cotées de l'Union européenne, c'est-à-dire là où les décisions se prennent, 7,5% des présidents de conseils d'administration, 7,7% des présidents directeurs généraux sont des femmes. C'est-à-dire que là, on est loin, loin, loin de la parité. 32% au Parlement nationaux d'élus femmes. Et la Commission insiste, là aussi, ce n'est pas qu'une question féministe, c'est une question de légitimité, c'est une question de représentation, c'est une question qui dépasse de loin juste la volonté d'être l'égal de l'homme, c'est bien autre chose que ça, que cette nécessité de faire que les femmes aussi puissent participer aux décisions là où elles se prennent et donc avoir l'influence qu'elles méritent, d'autant qu'elles ne sont pas une minorité, mais souvent une majorité en fait. Donc, tout en étant la majorité, elles n'ont pas du tout voix au chapitre. Et donc, c'est cette question-là que je voudrais envisager ici. Alors, d'une part, évoquant quelques données chiffrées différentes de celles-là, mais sur la situation telle qu'elle existe, de donner alors dans une deuxième partie quelques éléments sur les causes de blocage, c'est-à-dire les causes qui induisent cette situation, et en terminant, alors quand même sur une note plus optimiste, sur les moyens qui existent, et il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup qui commencent à être mis en œuvre, sur les moyens qui existent pour remédier à cette différence qui persiste entre les hommes et les femmes s'agissant du droit d'occuper des postes de direction de manière égale. Alors d'abord, quelques données plus spécifiques qui vont vraiment mettre en lumière l'incroyable quand même asymétrie qui perdure dans les situations faites entre les hommes et les femmes. Et ici, évidemment, puisque vous êtes juriste, enfin je pense que la plupart des gens qui se trouvent ici sont juristes, j'ai pris les chiffres. Alors, d'une manière générale, les métiers de la justice et du droit au sens large. Alors, la première chose à en dire, c'est que la féminisation des métiers de la justice et du droit est une réalité dans un grand nombre d'États membres
de l'Union européenne. Alors, comme on le voit ici, c'est le cas notamment en France, hein, et on le voit, alors on n'a pas de statistiques plus récentes, hein, ça ce sont les dernières statistiques qui ont été publiées par le ministère de la Justice, mais le chiffre est tout à fait éloquent, hein, puisque la situation au 1er janvier 2020, c'est qu'on a 56,8% de femmes avocates en France. Alors, de la même manière, eh bien, le chiffre vaut, là aussi, ce sont les dernières statistiques qui ont été publiées par l'École nationale de la magistrature. Donc, pour la proportion, et là, c'est énorme, hein, pour la proportion pour 2021, pour la promotion 2021, au premier concours, hein, 76,12% de femmes, de candidates donc reçues, hein. Donc là, on voit quand même une énorme différence, hein, pour donc beaucoup moins d'hommes, enfin le reste, 23,88. Donc c'est sûr, on a une féminisation des métiers de la justice et du droit. Et cette féminisation, elle concerne tendanciellement tous les métiers de la justice et du droit, c'est-à-dire ceux auxquels on pense, je dirais, de manière spontanée, c'est-à-dire avocats, magistrats, les greffiers aussi, parce qu'en fait, on dit greffier, mais c'est souvent des greffières, beaucoup plus faites. Mais c'est vrai aussi, par exemple, chez les professeurs de droit. Alors, on le verra, pas totalement vrai, mais c'est vrai quand même, ça progresse. Donc, on voit, hein, une féminisation à la fois de tous les métiers et dans tous les États de l'Union européenne. Mais, et c'est là-dessus que je voudrais insister maintenant, le taux de féminisation, il est quand même très différent selon les États. Et puis, il est aussi très différent selon les métiers. Donc, tendanciellement, c'est juste, mais une analyse plus fine permet de rendre compte d'une réalité un peu plus différenciée. Alors d'abord, le taux de féminisation, il est différent selon les États. Et si on prend, alors là, j'ai élargi la focale, je reviendrai ensuite sur l'Union européenne, mais la conclusion sera la même. En extrayant alors ces statistiques d'un rapport qui est extrêmement intéressant, hein, pour vous qui êtes juriste, alors donc un rapport de la CEPEJ qui est, donc CEPEJ dont on voit l'acronyme, qui est la Commission européenne pour l'efficacité de la justice. Donc, Commission européenne pour l'efficacité de la justice, qui est une commission qui fonctionne au sein du Conseil de l'Europe et non pas de l'Union européenne, donc une commission du Conseil de l'Europe et qui s'intéresse au sujet de la justice en général, qui rend un rapport annuel extrêmement intéressant, avec notamment beaucoup de statistiques. Alors, cette commission, donc, elle a été créée en 2002, et puis là, son dernier rapport date de 2022. Et alors, justement, il donne quelques statistiques à propos des avocats, mais alors non pas dans le cadre Union européenne, mais plus largement du Conseil de l'Europe. Je vous rappelle, hein, l'Union européenne, c'est 27 États membres, mais le Conseil de l'Europe, c'est 46, puisque la Russie n'est plus membre, donc plus d'États membres. Mais là, on voit que la répartition, c'est quand même plus de femmes que d'hommes, hein, 57% de femmes avocates dans l'ensemble et 45% d'hommes, mais avec des grandes disparités selon les États. Et par exemple, en Grèce, hein, eh bien, la proportion d'hommes, c'est 41%, mais en Azerbaïdjan, c'est 83%. Donc, on voit bien qu'évidemment, État par État, il faut affiner ce qu'on a à dire et les propos qu'on tient. Alors ça, c'est pour le Conseil de l'Europe. Si on revient maintenant à l'Union européenne, eh bien, on se rend compte de la même chose. Il faut affiner les affirmations, c'est-à-dire que ce qui est vrai pour un État n'est pas nécessairement pour les 27 États membres de l'Union. Alors ici, comme toujours, hein, c'est un petit peu en anglais, mais vous m'excuserez, le tableau n'existe pas en français. Mais on voit aussi là des choses tout à fait intéressantes, hein. Si on regarde les statistiques qui nous sont données, eh bien, on voit des États dans lesquels on a une proportion de femmes avocates qui est à peu près la moitié du barreau. Et il y en a dans lesquels, ce qui est le cas par exemple en Estonie, hein, mais par exemple en Finlande, on voit bien que ce n'est pas du tout la même chose.
Là, la proportion n'est pas du tout la même, hein, c'est un tiers. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir. En revanche, on se rend compte qu'en France, bah oui, comme on l'a vu tout à l'heure, le nombre d'avocates femmes est très important et supérieur au nombre d'hommes. Mais encore une fois, donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir, non pas complètement globalement, mais que les situations, même dans l'Union européenne, ne sont pas totalement unifiées, hein, loin de là. Et alors, je ne résiste pas au plaisir de vous dire que, parce que là aussi c'est important, ces statistiques donc, sont données, alors on peut penser qu'elles sont fiables, par le Conseil des barreaux européens. Là, donc vous avez la CCBE, le Conseil des barreaux européens, donc association internationale sans but lucratif, qui, comme son nom l'indique, exprime les avis des avocats européens et défend les principes juridiques fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit. Et donc, parmi ces activités, eh bien, on a des statistiques qui sont toujours éclairantes quand même sur la situation, notamment du barreau dans l'Union européenne. Alors, comme ils le disent, ils défendent les principes donc, de la démocratie et de l'état de droit. Alors, sans doute, il n'y a pas le principe de l'égalité homme-femme, parce que je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la nouvelle présidence du CCBE en 2023. Donc, récemment élue, on voit quand même que dans les postes de direction, enfin bon, donc vous voyez l'idée, ou alors je ne sais pas, mais donc ils défendent une certaine conception. Je continue. Alors, le taux de féminisation, il est différent donc selon les États, mais il est différent aussi selon les métiers. Et là, on aurait tort de tout mélanger. Oui, la féminisation progresse, mais on est très très loin de l'égalité. Et alors, notamment, on voit très bien ici, qui est la statistique que je prenais tout à l'heure à propos du nombre des avocats. Donc, vous vous rappelez, 56,8% de femmes. Et on voit bien que ce n'est pas du tout la même chose pour tous les métiers du droit. Et par exemple, chez les commissaires-priseurs, il n'y a que 27% de femmes. Et on sait que là, c'est extrêmement masculin comme métier. Et pareil, les avocats au conseil, c'est-à-dire les très prestigieux qui plaident devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation, là, c'est plus que 27% de femmes. Donc, là encore, il faut faire très attention. On ne peut pas parler d'une seule et même voix, de la même chose dans tout, parce que non, ce n'est pas exactement pareil. Oui, il y a 56,8% d'avocates, mais quand on regarde sur les officiers ministériels en général, on voit des disparités qui sont extrêmement importantes. Donc, il est difficile de raisonner globalement. L'analyse demande nécessairement à être affinée par métier, par état. Il n'en demeure pas moins que la féminisation progresse. Et évidemment, il y a lieu de se réjouir de ce que la féminisation progresse, puisque la marche vers l'égalité passe nécessairement, d'une manière ou d'une autre, par la féminisation, par l'entrée des femmes dans une profession. Évidemment, si elles n'y ont pas accès, par définition, il n'y aura pas d'égalité. Mais féminisation, et c'est là qu'il faut vraiment faire attention, ne signifie pas nécessairement la possibilité pour les femmes entrer dans les professions qui leur ont été progressivement ouvertes, ne signifie pas nécessairement la possibilité d'occuper les postes de direction au même titre que leurs homologues masculins. Donc, ça veut dire que oui, il y a de plus en plus de femmes qui exercent un métier dans la justice ou dans le droit, et pourtant, il n'y en a pas beaucoup plus qu'il y a 30 ans qui exercent dans ces mêmes métiers des postes à responsabilité. Alors, c'est le deuxième temps. Pourquoi ? Est-ce que, malgré leur entrée dans toutes ces professions, les femmes n'accèdent pas aux postes de responsabilité ? Alors la réponse, c'est la réponse classique qu'on fait depuis longtemps. La réponse, c'est le plafond de verre, le fameux plafond de verre, qui empêche que même là où elles sont majoritaires, comme c'est le cas chez les avocats, chez les magistrats, les femmes n'accèdent jamais ou accèdent très rarement aux postes de responsabilité.
Alors là aussi, je vais prendre quelques exemples, tout simplement pour montrer qu'il ne s'agit pas de polémiquer, il s'agit simplement de regarder les chiffres pour avoir conscience de l'existence de la difficulté. Il faut savoir, par exemple, que dans les facultés de droit, alors je ne sais pas si c'est de nouveau, ça commence à être moins vrai, mais les étudiantes sont aujourd'hui et depuis les années 80 majoritaires dans les facultés de droit. Il m'est même arrivé, moi je me rappelle, d'avoir dans les années récentes des cours dans lesquels je n'avais que des étudiantes et pas un seul étudiant. Et malgré ça, eh bien, au concours d'agrégation de droit privé, 2018-2019, donc pas si lointain, ne sont reçus que 19,23% de femmes. C'est-à-dire donc moins de 20%, c'est-à-dire pas une proportion majoritaire, de très loin pas. Et pourtant, dans ce concours, la moitié des candidats étaient des candidates. Donc, on voit bien que, oui, elles ne pourront pas ensuite accéder donc au rang de professeur. Alors, au concours de droit public suivant et à certains concours suivants, c'était plus équilibré. Mais on n'obtient jamais la même proportion que celle qu'on a au début des études, c'est-à-dire une proportion qui devrait normalement aboutir à ce qu'on ait plus de professeurs femmes que de professeurs hommes. Or, ce n'est jamais le cas. Ça ne l'a jamais été depuis tout le temps que les femmes font des études de droit. Alors, il faut bien comprendre que cette situation qui est vraie en droit, et là quand même ça interroge malgré tout, elle est vraie de manière générale à la faculté. C'est-à-dire, ça n'est pas du tout un prisme qui serait le prisme juridique et qui ferait qu'en droit, les femmes seraient moins bonnes. Manifestement, elles sont moins bonnes partout. Enfin, je plaisante, bien entendu. Et on voit là, dans un document de 2022 vers l'égalité homme-femme, et là, on ne peut pas soupçonner que les chiffres soient faux. Enfin, je suppose que non. Donc, un rapport de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui date de 2022 et qui nous dit quoi? Bien que toutes sections confondues à la faculté, nous avons 29% de professeurs femmes. Mais par contre, 45% de maîtres de conférences. Et plus on descend, plus on en a, bien sûr. Donc, on a toujours le même problème. Ce n'est pas seulement pour la faculté de droit, c'est en général. Alors, évidemment, ça implique quand même de réfléchir. Il y a forcément des explications. Alors, de la même manière, quand même, toujours ici, même si on quitte la faculté pour aller dans les juridictions, on se rend compte que c'est exactement la même chose, voire pire. Ni le Conseil constitutionnel, ni le Conseil d'État, ni la Cour de cassation ne sont aujourd'hui dirigés ou présidés par une femme. Alors, la Cour de cassation l'a été 2 fois extrêmement rapidement. Le Conseil constitutionnel, jamais. Le Conseil d'État, non plus. Ce qui, évidemment, incite là aussi à réfléchir. Et la situation est exactement la même dans toutes les juridictions françaises. Et si on regarde alors le tableau qui n'est pas extraordinairement clair, mais qui est en fait issu des travaux de la CEPEJ, de la commission donc, du Conseil de l'Europe dont je vous parlais tout à l'heure, qui a regardé dans toutes les juridictions de tous les États membres du Conseil de l'Europe la part des femmes et des hommes. Donc, sur la ligne de la France, quand on voit les cours les plus hautes, le trait est entièrement en bleu, c'est-à-dire que chez nous, jamais aucune femme n'a dirigé et ne dirige, en tous les cas aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, de 2022, aucune juridiction suprême. Donc, on est avec d'autres qui font comme nous, mais ce n'est pas pour ça qu'ils font bien. Donc, les traits bleus, c'est aucune femme. Alors, évidemment, la question se pose, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on est dans une situation comme ça, en France notamment, qui est quand même, où les femmes sont particulièrement mal loties quand même, s'agissant notamment de la participation aux instances dirigeantes des hautes juridictions. Alors, je dirais que, évidemment,
il y a de multiples raisons qui pourraient expliquer cet état de fait. Deux probablement sont plus fondamentales que les autres. Alors d'abord, première raison, c'est la persistance de stéréotypes de genre. Là, on pourrait évidemment trouver de multiples illustrations. Alors souvent, hein, on entend que la différence du timbre de voix entre les femmes et les hommes, eh bien, justifierait, ma petite voix fluette, vous voyez, justifierait que leur carrière soit différente. Et donc, un juge devrait avoir une voix qui porte pour que son auditoire soit amené à l'écouter. Mais en fait, les femmes peuvent aussi, hein, en réalité. La même remarque a été faite il y a assez peu de temps dans un rapport après le concours d'agrégation sur le timbre de voix des candidates. Donc, ce n'est pas il y a 100 ans, c'est il y a très, très peu de temps. Et que c'est pour ça qu'il n'y aurait pas de professeur, parce que notre voix est beaucoup trop fluette. Alors, évidemment, je vous laisserai juge de la pertinence de telles affirmations. Donc, on a ces stéréotypes de genre, encore une fois, qui persistent. Alors, la seconde raison qui explique cette différence de traitement, c'est sans doute donc l'existence, alors consciente ou pas, d'une gestion sexuée des carrières. Alors, une gestion sexuée des carrières, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire finalement adopter des comportements qui, encore une fois, soit de manière volontaire, mais parfois de manière totalement inconsciente, conduisent à adopter des choix qui favorisent les hommes. Alors ainsi, par exemple, le cabinet d'avocat, il est renseigné, c'est absolument sûr, qu'il arrive très fréquemment que les meilleurs dossiers soient confiés aux avocats hommes, auxquels on va donner prioritairement accès à ce dossier, auxquels on va même parfois réserver les meilleurs dossiers, les meilleurs clients, etc., au motif notamment que les hommes seraient plus disponibles que les femmes, que les avocats hommes seraient plus disponibles que les avocates. Et il en résulte, et là aussi les chiffres sont concordants dans tous les États du monde, eh bien, que les associés des grands cabinets d'avocats sont majoritairement des hommes, quand ce n'est pas exclusivement des hommes, même dans les barreaux les plus féminisés. On a une explication à peu près de même ordre dans la magistrature, par exemple. Alors pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le premier facteur d'avancement des carrières des magistrats, eh bien, est lié à la mobilité. Ceux qui bougent davantage, ceux qui changent davantage de région, d'emploi, de grade, de profession, eh bien, gagnent davantage et montent plus rapidement dans la hiérarchie. Or, les femmes sont moins mobiles que les hommes, car c'est souvent à elles que sont dévolues les tâches liées à l'éducation des enfants, par exemple, ou à l'aide aux personnes dépendantes. Et donc, elles sont moins mobiles en général que les hommes. Et il en résulte donc un frein que certains considèrent comme naturel, mais qui n'est pas naturel du tout, qui est lié justement à la représentation de la place des femmes. Un frein donc à l'évolution de la carrière, puisque c'est la mobilité qui donne les points. Si vous ne bougez pas, si vous n'êtes pas mobile, vous ne montez pas dans la hiérarchie. Or, on le sait, tous les chiffres le montrent, ce sont les femmes qui sont les moins mobiles pour les raisons que je viens d'expliquer. Alors, on le voit, il y a des freins, ils existent, mais heureusement, et c'est par là que je terminerai, ces difficultés ne sont absolument pas une fatalité et des solutions existent, une fois que les causes ont été identifiées, pour justement modifier cet état de choses. Et c'est par là qu'on va terminer, donc sur les solutions possibles aux difficultés qui viennent d'être évoquées. Alors, on a traditionnellement soit des mesures quantitatives, soit des mesures qualitatives qui peuvent
améliorer l'égalité homme-femme? Alors, d'abord, on a des mesures quantitatives. Et parmi les mesures quantitatives, il y en a plusieurs. Le quota, l'instauration de quotas est sans doute la plus connue. Alors, quota, on dit parfois aussi mesure de discrimination positive. Et évidemment, l'instauration de quotas est toujours un type de mesure qui a suscité le débat, voire la polémique. Et par exemple, dans une interview récente, François Molins, qui est le procureur général près de la Cour de cassation, eh bien, estime, par exemple, qu'il faut à tout prix éviter les quotas. Il dit « La désignation sur des critères de genre n'est pas souhaitable. L'enjeu est plutôt d'assouplir les règles au lieu d'imposer des quotas. Je suis peut-être un doux naïf, mais je pense que le problème se corrigera naturellement. » Alors oui, vous êtes un doux naïf, le problème ne se corrigera pas naturellement. Et même avec les mesures, il se corrige très difficilement. Si l'on ne fait rien, on l'a bien vu, le problème persiste. Et même quand on fait quelque chose, il persiste. Mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Donc, dans tous les États membres, mais aussi dans l'Union européenne, des mesures ont été prises pour justement que la parité devienne une réalité. Alors, dans les États membres, de nombreuses mesures ont été prises. Par exemple, c'est le cas en France, une loi donc du 24 décembre 2021, dite du nom de son auteur, loi Rixain, a été prise, visant donc à accélérer l'égalité économique et professionnelle. Et en particulier, pas seulement, mais cette loi vise à féminiser les instances dirigeantes des entreprises en instaurant des quotas. Donc, elle va dans le bon sens, évidemment, même si la plupart des commentateurs ont jugé cette loi en demi-teinte. En demi-teinte, pourquoi? Parce qu'elle ne concerne que les entreprises de plus de 1000 salariés, ce qui évidemment en exclut quand même un certain nombre du dispositif. Et disent les commentateurs, eh bien, il y a là une faille importante parce que, notamment, on sait que nombre de sociétés logent leur comité de direction dans une holding de tête qui est une société qui compte très peu de salariés. D'où une manière d'échapper aux obligations posées par la loi Rixain. Et il a été calculé que plus de la moitié des entreprises du CAC 40, donc les plus grosses, eh bien, ne sont pas du tout concernées par ce texte, sauf à l'appliquer volontairement. Donc, on peut dire que oui, la législation existe, mais on peut encore progresser. Alors, la législation, donc, elle existe en France, on voit, il y a des débuts. Elle existe aussi dans l'Union européenne, c'est-à-dire que l'Union européenne elle-même, par la législation qu'elle adopte, eh bien, conduit les États membres à modifier leur propre législation, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà prise. Et alors, notamment ici, parce que c'est une directive quand même très récente, je mentionnerai, il y en a d'autres bien sûr, mais je mentionnerai donc une directive du 23 novembre 2022 relative donc à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs de sociétés cotées. Donc une directive adoptée le 23 novembre 2022. Alors, le texte donc devra être transposé au plus tard le 28 décembre 2024. Et donc, il vise à un tas de choses, mais notamment à parvenir à l'égalité, en particulier en réduisant les écarts de salaire. Et l'objectif principal du texte, c'est donc d'ici au 30 juin 2026
de parvenir donc à ce que les membres du sexe sous-représenté, c'est-à-dire les femmes, occupent au moins 40% des postes d'administrateurs non exécutifs ou bien 33% de tous les postes de direction, exécutifs ou non. C'est des quotas pour qu'on ait plus de femmes à la tête des sociétés cotées. Alors, signalons quand même, pour montrer que les progrès sont quand même lents, que la proposition a été présentée par la Commission en 2012, donc adoptée en 2022, 10 ans de négociations pour en arriver là. Donc, on voit là que la parité, c'est un objectif, mais ce n'est pas un objectif facile à atteindre. Manifestement, ça fait beaucoup discuter. Signalons en outre que comme la loi française qu'on vient juste de voir, la loi Rixain, la directive, et là aussi, tous les commentateurs l'ont souligné extrêmement rapidement, y compris des gens qui ne sont pas connus pour être des féministes acharnés, eh bien, le texte n'est pas exempt de critique. Alors, encore une fois, pour des raisons de champ d'application, comme tout à l'heure, la directive ici ne vise que les sociétés cotées. Et donc, elle laisse en dehors toutes les grandes entreprises qui ne seraient pas des sociétés cotées. Or, il y en a beaucoup, évidemment. En outre, là aussi, c'est quand même une faiblesse, je dirais, du texte, même s'il va dans le bon sens. Les sanctions prévues sont extrêmement modérées en cas de violation, de non-respect des dispositions de la directive. Alors, notamment, il est prévu des amendes pour les sociétés qui contreviendraient une fois la législation mise en place à la réglementation. Mais en revanche, par exemple, il n'est pas du tout prévu ce que pourtant la Commission et le Parlement européen avaient proposé et demandé. Il n'est pas prévu, par exemple, d'exclure les sociétés contrevenantes des marchés publics, ce qui aurait évidemment pu être une sanction intéressante à mettre en œuvre. Et donc, comme les commentateurs l'ont conclu, eh bien, ils disent en général, le chemin sera encore long à parcourir si l'on veut assurer le respect de l'égalité homme-femme. Donc, on le voit, des mesures qui ne sont pas parfaites, mais des mesures quand même qui sont des mesures quantitatives. Alors, on a aussi de plus en plus des mesures qualitatives, cette fois-ci, qui sont prises par à la fois les États membres et l'Union européenne pour tenter d'assurer une meilleure égalité homme-femme. Alors, d'abord, parmi les mesures prises par l'Union européenne dans ce domaine qualitatif, je mentionnerai alors une directive qui est plus moderne, disons, dans la manière de concevoir les choses, une directive donc du 20 juin 2019 sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants. Alors, cette directive devait être transposée dans les États membres pour le 22 août 2022 et elle prend en considération, elle prend acte de ce que ce sont, comme on le disait tout à l'heure, le plus souvent les femmes qui assument les responsabilités familiales, qu'elles concernent l'éducation des enfants, par exemple, ou l'aide aux parents dépendants. Et voyez, les chiffres, là aussi, sont extrêmement parlants quand même. Les femmes consacrent donc 22 heures par semaine à des tâches familiales et domestiques, 9 heures pour les hommes. Donc, on voit bien qu'évidemment, sur la vie professionnelle, ça aura forcément un retentissement. De la même manière, 80% des soins personnels sont prodigués par des aidants informels, donc qui n'ont pas de statut, dont 75% sont des femmes. Donc, évidemment, un retentissement nécessaire, la fameuse mobilité, par exemple, dont je parlais tout à l'heure. On ne peut pas à la fois aider ses parents malades ou dans le besoin et être délocalisé à 1000 km de leur domicile. Ça n'est pas possible. Or, dans 75% des cas, ce sont les femmes
qui sont dans cette situation. Alors, la fameuse directive de 2019, eh bien, elle a pour objet justement cette réalité de manière à réduire les écarts de salaire qui s'accroissent au cours de la carrière et qui deviendront des écarts en matière de retraite, comme on entend beaucoup parler en ce moment, et qui augmentent les femmes et surtout pour les femmes le risque d'exclusion et de pauvreté. Et pour parvenir à cet objectif de réduction des inégalités, eh bien, en particulier, la directive qui protège les hommes, les travailleurs hommes qui prennent un congé parental, un congé de paternité ou un congé d'aidant. Parce que ce qui s'est fait pendant longtemps, c'est que bien que les hommes puissent prendre de tels congés, eh bien, très souvent, ils les donnaient à leurs femmes ou à leurs compagnes, qui, en fait, les prenaient à leur place. Mais évidemment, ça n'a jamais rétabli l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc là, l'idée, c'est que les hommes eh bien, assument davantage de responsabilités de celles qui, dans l'inconscient de tout le monde, reviennent aux femmes. Et en permettant ça, eh bien, on devrait permettre aux femmes de travailler davantage, donc de gagner plus, d'avoir une meilleure retraite et d'être moins sujettes que les hommes à l'exclusion. En tous les cas, pas plus ou pas moins qu'ils ne le sont. Et la directive, non seulement incite les hommes, en les protégeant vraiment, à prendre les congés dont je parlais, elle incite aussi les États membres à prendre une législation qui va permettre aux femmes et en général aux travailleurs d'avoir des formules plus souples de travail qui vont permettre un meilleur aménagement entre vie professionnelle et vie familiale. Donc, encourager la souplesse au travail de manière justement eh bien, à permettre de mieux concilier, ce qui est une aspiration plus générale de tous, vie professionnelle et vie familiale. C'est évidemment une démarche ambitieuse, plus holistique, je dirais, qui prend tous les problèmes en considération, pas seulement par exemple le salaire, mais pourquoi on en est là et comment faire pour améliorer les choses. Mais comme la directive le reconnaît elle-même dans son préambule, ce défi de l'équilibre vie professionnelle, vie privée reste un défi considérable pour de nombreux parents et de nombreux travailleurs qui ont des responsabilités familiales. Donc, on le sait, l'intention est là, mais ça va être difficile à mettre en œuvre et donc il va falloir examiner qu'au long cours, des textes de ce genre vont donner dans la réalité. Alors, de la même manière que dans l'Union, eh bien, dans les États membres, on trouve des initiatives diverses, justement pour promouvoir l'égalité homme-femme ou femme-homme. Alors, par exemple, il y a un endroit où cette égalité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, reste encore un peu à écrire, mais on voit quand même que les choses commencent à bouger. Et, par exemple, alors il y aurait des dizaines d'exemples, mais j'en ai choisi un là. Donc, un protocole d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la juridiction administrative. Donc, un accord conclu sous la forme d'un protocole entre le vice-président du Conseil d'État en 2021, donc qui était Bruno Lasserre à l'époque, et puis 8 organisations syndicales. Alors, l'idée, en fait, de ce protocole, ce sont des actions concrètes qui sont prévues pour renforcer l'égalité. Alors, renforcer l'égalité autour de 6 grandes thématiques. Alors, par exemple, l'égalité dans les parcours professionnels, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, vous voyez, on retrouve la prévention contre le harcèlement, etc. On retrouve les thèmes qui étaient ceux de la commission en 2020. Et alors, on a donc des grands thèmes. Et ensuite, eh bien, ça se décline par sous-thèmes. Et là, par exemple, favoriser donc l'articulation entre l'activité professionnelle
et la vie familiale, eh bien, on voit que des mesures peuvent être prises qui vont permettre justement d'améliorer cette égalité entre les hommes et les femmes. Alors, par exemple, sensibiliser les managers au bon équilibre des temps de vie. Vous voyez, expliquer que si les femmes s'en vont à 5h30 pour aller chercher les enfants, ce n'est pas toujours parce qu'elles ne veulent pas travailler, c'est parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Mais c'est important aussi de sensibiliser, évidemment, les managers qui sont souvent des hommes, donc à ce genre de difficultés. Alors, donc, et encore une fois, on pourrait multiplier les exemples, parce que dans tous les domaines, par exemple chez les notaires, c'était une profession extraordinairement masculine qui devient plus féminine, eh bien, on a des accords de ce type aussi pour encourager justement un meilleur partage de l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Alors, pour conclure, je dirais qu'il faut se réjouir quand même parce que la cause de l'égalité progresse manifestement. Elle progresse, on l'a vu, on a de la législation, donc c'est important. Quand on n'a pas de droit, évidemment, on n'a rien du tout. Là, on commence à avoir de la législation, donc c'est important. Normalement, on peut imaginer qu'elle se traduira concrètement par une modification de la situation. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Et alors, je dirais que, pour terminer, parmi les mesures qui pourraient être prises, une en particulier serait sans doute très efficace. Et on commence, on voit que les institutions commencent à y réfléchir. Et cette mesure consisterait à intégrer la dimension de genre dans l'élaboration et l'exécution des budgets, et en particulier du budget de l'Union, mais pas seulement. Et alors, pourquoi insister sur ce point? Eh bien, parce que la Commission, notamment, mais le Parlement européen aussi, ne cesse de souligner à chaque occasion qui se présente que l'égalité femmes-hommes est une valeur essentielle de l'Union, un droit fondamental. Pourtant, eh bien, un rapport assez récent, 2021, de la Cour des comptes de l'Union, alors là non plus, ce n'est pas un repère de féministes acharnés, un rapport donc de la Cour des comptes, eh bien, sur justement l'intégration de la dimension de genre dans le budget de l'Union. Ce rapport, eh bien, il est sous-titré « Il est temps de joindre l'acte à la parole ». Alors, ça veut dire quoi, joindre l'acte à la parole? Eh bien, ça veut dire que la Commission, par exemple, parce que c'est souvent elle qui est chargée d'évaluer les programmes qui sont mis en œuvre, eh bien, la Commission ne s'est pas beaucoup, voire pas du tout, intéressée aux analyses de genre des politiques et des programmes qu'elle a la charge de mettre en œuvre. Et elle fait un usage très limité des données liées au genre. Or, c'est extrêmement important. Si on se replace, par exemple, dans le contexte français, je me rappelle qu'à un moment, mais ce n'est plus du tout le cas maintenant, mais il avait été proposé de, par exemple, supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. Bon, ce qui est une idée comme une autre, mais supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, ça touche surtout les femmes, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans la fonction publique. Et donc, une proposition qui a l'air parfaitement neutre du point de vue du genre, elle ne l'est en réalité pas du tout. Et donc, prendre cet aspect-là en compte, ce n'est pas seulement faire de la politique, c'est aussi faire œuvre de justice, d'éthique, et c'est aussi faire œuvre de chercheur. Alors, donc, il pourrait être avisé de ne plus se limiter, notamment dans l'Union européenne, mais ce serait exactement pareil dans les États membres, de ne plus donc se limiter à financer des actions qui encouragent l'égalité homme-femme, mais de réfléchir de manière plus intense, et c'est en ça que les chercheurs sont vraiment directement concernés ici, de réfléchir sur l'impact des décisions budgétaires sur
l'égalité homme-femme pour compenser justement les éventuelles inégalités, c'est-à-dire de réfléchir avant de mettre la mesure en œuvre pour savoir quels sont ses impacts budgétaires et si elle va, par exemple, négativement impacter plus les femmes que les hommes. Chose qu'on ne fait quasiment jamais de nos jours. Et donc, souligne la Cour des comptes, de grands progrès là, sont possibles ici et justement permettrait de bien mieux voir si l'action qui est conduite aura ou n'aura pas un résultat, d'anticiper si elle aura ou n'aura pas un résultat. Et l'idée, c'est tout simplement de protéger le budget de l'Union européenne, là aussi. Il ne s'agit pas nécessairement de faire œuvre de féminisme acharné. Et là, je continue à bien dire qu'il faut vraiment dissocier les deux, même si ça peut aller dans le même sens. Ce n'est pas pour ça que la Cour des comptes dit ce qu'elle dit. Elle dit simplement le budget de l'Union, il doit être dépensé intelligemment et l'argent qui est mis, il doit servir le propos qui est l'objectif de la mesure. Si de toute façon, dès le départ, on sait que la mesure en cause va dans le mauvais sens, ce n'est pas la peine de la prendre, parce que ce n'est pas bien dépenser son argent. Donc, vous voyez, c'est autre chose. Ça n'est pas, encore une fois, qu'une analyse bêtement féministe. Bon, bêtement, je retire ce que je viens de dire, mais pas seulement féministe. Alors, vraiment dernière chose, justement, cette nécessité de prendre en compte l'impact des mesures par l'Union européenne sur l'égalité homme-femme, elle commence à se développer dans l'Union européenne et la facilité pour la reprise et la résilience, qui est l'instrument principal du plan de relance Next Generation EU, eh bien, cette facilité pour la reprise et la résilience prend acte l'importance de cette question de l'égalité homme-femme et l'importance à la fois en aval et en amont, ou en amont et en aval, de s'interroger sur l'impact budgétaire des mesures qui sont prises, et notamment la Commission qui est en charge, donc vous voyez, la facilité pour la reprise et la résilience, c'est l'instrument principal de Next Generation, puisque c'est 672 milliards d'euros, donc on voit qu'il y a d'autres programmes, mais la facilité pour la reprise et la résilience, c'est le principal, et c'est l'une des obligations de la Commission, eh bien, c'est de fournir des rapports pour savoir précisément comment est dépensé l'argent, ces 672 milliards, et notamment, elle doit se prononcer sur le point de savoir si les fonds qui ont été alloués ont bien réussi à combattre les inégalités hommes-femmes. Malheureusement, sauf erreur de ma part, dans le rapport rendu par la Commission, la question est abordée non seulement très rapidement, mais presque pas du tout. Alors évidemment, ce n'est pas non plus la focale principale, mais c'est quand même dommage que, malgré par exemple le rapport de la Cour des comptes, la Commission n'accorde pas elle-même plus d'importance à un sujet qu'elle estime fondamental. Et cette facilité-là pour la reprise et la résilience, elle s'est traduite dans les États membres par la déclinaison nationale, puisque dans chacun des États membres de l'Union, on a un plan national de relance et de résilience, justement pour que les États exposent la manière dont ils vont dépenser l'argent qui a été engagé. Et le plan français national, donc, qui a été approuvé par la Commission, comme le plan général, le plan de l'Union en fait obligation, a une partie qui est consacrée à l'égalité de genre et à l'égalité des chances. Et alors, en particulier, le gouvernement français s'est engagé à un de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui devrait permettre donc d'atteindre l'objectif de 40% de femmes
parmi les personnes nommées aux principaux emplois de l'encadrement supérieur et dirigeant de l'État, qui est actuellement à 37%. Alors, j'ai cherché le plan partout. Soit il n'existe pas, soit il est très, très bien caché. Hein, mais en tous les cas, voilà l'ambition qui a été affichée. Rien n'a été fait, mais ça n'est pas une raison de désespérer. Les choses progressent, elles progressent lentement. Et comme une phrase célèbre le dit, hein, ce n'est pas le difficile qui est le chemin, mais le chemin lui-même qui est bien difficile. Voilà. Merci pour votre attention.